Bien, aujourd'hui, on va s'occuper d'un concept très important et très connu dans le domaine de la psychanalyse, qui est la sublimation. On devrait s'attendre, vu son importance, une conceptualisation très rigoureuse. Paradoxalement, ce n'est pas le cas. Et cela dès les conceptualisations faites par Freud. Et Freud lui-même avait voulu consacrer un chapitre de métapsychologie à la sublimation. Eh bien, il ne l'a pas fait. Parce qu'il voyait pas mal de petits soucis dans la possibilité de systématiser le concept de sublimation. Ce qui revient pour nous assez difficile de donner une synthèse bien précise, mais on va s'appuyer sur différents moments, passages dans les écrits de Freud où on retrouve ce concept et en donner un aperçu de ce que Freud pouvait entendre et comment Freud pouvait comprendre la sublimation. Cela dit, vu qu'il n'y a pas vraiment une systématisation, eh bien, c'est inévitable que je dois moi-même, de temps en temps, mettre quelques interprétations personnelles. Pourquoi est-ce que Freud, commençons par là, s'intéresse à la sublimation? C'est pour rendre compte de certaines activités qui donnent beaucoup de plaisir, très importantes, qui sont bien reconnues par la société, mais qui n'ont aucune relation avec la sexualité. Parce que Freud croit tout de même que l'énergie qui sert à ce type de production, qui donne beaucoup de plaisir, et qui est une activité bien vue par la société, doit bien avoir son énergie au départ dans la libido sexuelle. Et ces activités dont se réfère Freud sont surtout les activités artistiques, donc les œuvres d'art, et les activités intellectuelles d'une certaine importance. Bien, ces aspects dont je viens de parler se retrouvent déjà dans le mot sublimation. Sublimation, on retrouve le mot sublime. Bon, pour dire que c'est des activités, c'est des productions qui ont un côté sublime, qui a un côté très beau, qui est reconnu par la société. Et sublimation qui est le terme qui se réfère à un procédé qui permet le passage d'un corps à un état solide, à un état gazeux. Donc la transformation, c'est la transformation de l'énergie de libido à une autre énergie qui n'a plus de rapport direct avec la sexualité. Sublimation, donc, c'est ce procédé, ce processus qui permet de transformer la libido, l'énergie sexuelle qui au départ avait un certain but, un certain objet, une certaine source, pour transformer en une énergie qui n'a plus de relation avec la libido, ce qui veut dire que plus de relation avec la pulsion, donc qui change essentiellement, la pulsion là change essentiellement de but et d'objet. Pour Freud, la pulsion en soi, voilà, elle peut changer tout le temps de source, d'objet, parce qu'il n'y a pas quelque chose de préétabli dans la pulsion. Il n'y a pas un objet préétabli à la pulsion. Mais ici, en changeant les deux, le but et l'objet, donc le but, la décharge, il ne va plus y avoir de décharge, et l'objet qui n'est plus l'objet qu'on retrouve au départ dans la pulsion, bien, cela nous donne une énergie qui n'a plus de relation avec celle qui était au départ, avec la pulsion au départ. Maintenant, voyons un petit peu de quelle pulsion s'agit-il. Parce que là, Freud tient tout de même un intérêt plus grand sur les pulsions partielles que sur la pulsion sexuelle. Parce que les pulsions sexuelles ont plus du mal à s'acheminer vers
intégrer la pulsion sexuelle. Ce sont des pulsions qui sont souvent réprimées, qui ont du mal aussi à s'exprimer dans la société. Voilà pourquoi Freud met plus l'accent sur les pulsions partielles que sur la sexualité. Donc, les pulsions partielles, hein, sont les pulsions, voilà, pulsion orale, pulsion anale, pulsion sadique, pulsion exhibitionnisme, etc. Parce que ce sont les pulsions réprimées. Et ici, on peut profiter pour ouvrir une petite parenthèse, et je vous propose de mettre la sublimation comme sous-chapitre d'un chapitre beaucoup plus général qui est la relation, le rapport qu'il y a entre la sexualité et la civilisation. Pour Freud, une civilisation se construit, s'établit grâce à la limitation de la décharge pulsionnelle. En tout cas, il y a un certain contrôle sur la décharge pulsionnelle. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une civilisation, il faut que l'enfant apprenne à retenir, à posticiper, à réprimer ce qui sont les décharges pulsionnelles. Voilà, ça c'est un peu l'idée de Freud dans ce qui est la relation entre sexualité et civilisation. Et ici, la sublimation est une forme particulière de cette relation entre sexualité et civilisation. Mais ici, la sublimation permet d'utiliser cette énergie des pulsions partielles pour amener à la société des œuvres d'art ou des productions intellectuelles très importantes. Voyons maintenant quels sont les procédés, comment expliquer le processus de sublimation. C'est ce que Freud aurait dû expliquer d'une manière systématique dans ce soi-disant chapitre de métapsychologie s'il avait écrit consacré à la sublimation. Mais on peut retrouver, voilà, dans différents moments de ses écrits, deux mécanismes. Un qui est l'étayage, et l'autre c'est la théorie du moi qu'on va voir un peu ensemble après. Voyons, commençons par l'étayage. Ce terme a été introduit par Freud pour expliquer ce qui se passe au départ quand le bébé satisfait son plaisir, son besoin physiologique du lait en suçant le sein de la maman. Et là, dit Freud, il y a la pulsion orale qui va s'appuyer, voilà, s'étailler sur ce besoin physiologique pour obtenir également une satisfaction et une décharge de la pulsion orale. Où là, la source est la bouche, l'objet est le sein, et la décharge est sucée. Voilà. Cela peut être aussi un moyen d'expliquer ce qui se passe dans le fonctionnement psychique d'un artiste ou d'un intellectuel, où il y a une certaine capacité déjà artistique très forte, une certaine capacité intellectuelle très forte, où en pensant ou en créant, il y a du plaisir qui se libère, et dans ce plaisir-là va confluir une énergie des pulsions partielles où trouve voilà, un thème qui peut satisfaire. Ensuite, on pourra faire quelques exemples. Voyons maintenant l'autre explication qui est lorsque Freud introduit un nouvel échafaudage de l'appareil psychique sur moi et le ça, il va parler de libido désexualisé qui va permettre au moi d'avoir de l'énergie disponible. Et là, cette énergie disponible, eh bien, ce serait de l'énergie tout de même voilà,
sublimer, mais attention ici, voilà. Est-ce que c'est vraiment sublimer? Oui et non, c'est mieux de rester cohérent avec les termes, c'est une énergie désexualisée, mais pour obtenir ce sublime, voilà, ce sublime, il faut introduire l'idéal du moi. Cette partie-ci, c'est moi plutôt qui l'ajoute pour donner une certaine cohérence. Donc le moi est idéal du moi, il y a une tension entre les deux. Les deux ont l'énergie, le moi, et l'idéal du moi. Donc ici, dans un fonctionnement particulier où une personne a des capacités artistiques, où il y a cette énergie désexualisée, il y a aussi l'idéal du moi qui a de l'énergie. Quand il y a une production qui se fait, cette œuvre d'art, bien, se fait en poursuivant un idéal, et d'où la beauté, le sublime. Voilà de ce qui est un peu les explications d'une manière générale. On va essayer maintenant de présenter quelques exemples, parce que c'est là qu'après, beaucoup d'auteurs se sont retrouvés avec pas mal de soucis. Mais ici, on va tout de même essayer de donner quelques exemples qui puissent rendre compte de tous ces aspects. De toute évidence, il y a une première question qui devrait être un peu éclaircie, c'est-à-dire, est-ce que doit-on s'attendre que pour toute sublimation, on se retrouve avec des œuvres qui ont une grande reconnaissance sociale, ou bien des œuvres intellectuelles, donc artistiques ou intellectuelles, qui ont une grande reconnaissance sociale? Mais non, ce n'est pas ça. Je ne crois pas que ce soit effectivement cela le but. C'est de comprendre la logique, c'est-à-dire qu'il faut bien qu'il y ait un certain fonctionnement psychique, donc par étayage, c'est-à-dire qu'une personne doit quand même avoir un certain penchant envers la création artistique ou intellectuelle. Et il faut également qu'il y ait un idéal, bon, il y a un certain but, un certain perfectionnisme, vouloir obtenir quelque chose. Et puis effectivement que ce qu'on fait ait aussi une possibilité de reconnaissance, au moins en puissance, reconnaissance dans la société. Et là alors, on a différents outils qui nous permettent de distinguer cela, par exemple d'une formation réactionnelle, par exemple, ou d'autres mécanismes mécanismes de défense. Faisons par exemple un exemple qu'on avait déjà traité dans une vidéo consacrée à Keynes, sur l'argent. Donc l'argent, qui est une équation symbolique entre la matière fécale et l'argent. On prend une personne qui, à l'âge adulte, devient très avare et il entretient avec l'argent le même schéma qu'il avait quand il était petit, avec les matières fécales, de retenir, d'accumuler, de ne pas vouloir donner. Eh bien, il va entretenir la même relation avec l'argent. Ici, l'argent est oui en équation, en ligne directe avec les matières fécales, mais l'objet change, mais change aussi ne change pas le but. Ici, est-ce que change vraiment l'objet? Peut-être dire oui, peut-être que non. En tout cas, ce qui ne change pas ici, c'est le but. Donc on peut avoir une opinion différente sur l'objet, parce que c'est un objet qu'on peut dire qui change, c'est l'argent, ce n'est plus matière fécale, mais il y a tout de même une connexion symbolique, très important à dire, très important à souligner, mais tout de même une connexion symbolique. Ce qui par contre ne change pas, c'est le but, c'est-à-dire il y a une certaine jouissance dans le retenir, et cela c'était la même jouissance que la personne avant enfant pouvait obtenir dans sa relation avec la matière fécale. En revanche, et cela on rejoint ce que disait Keynes, vraiment une personne qui va s'intéresser à l'économie et qui n'est pas un artiste, pourra, disait Keynes, sublimer dans les études qu'il ferait, dans le travail qu'il ferait, dans la création de nouvelles connexions, de perfectionnement de l'économie d'un pays, bien investir, voilà, sublimer son énergie, son pulsion partielle qui était liée à la phase anale. Et là, tout compte fait, oui, on peut voir toujours une connexion initiale de l'objet en question, matière fécale et argent, mais ce n'est plus l'argent en tant que tel
qui est l'objet électif, c'est l'économie. Et là, on voit que le rapport devient beaucoup plus distant par avec l'objet initial. Donc, je répète un petit peu. Dans le cas d'une névrose, par exemple, où là, on ne peut pas parler de sublimation, il y a oui une équation symbolique, fécale et argent, mais la relation qu'il va entretenir, la jouissance qu'il va obtenir dans la relation qu'il a avec l'argent, c'est le même type de jouissance qu'il avait quand il était petit. Et donc là, on voit bien que le but reste identique et la relation tout de même est très proche, bien qu'il y ait une équation symbolique. En revanche, la personne qui a certaines capacités intellectuelles, qui donc par étayage va avoir du plaisir à étudier, du plaisir à approfondir un certain thème, là, cette énergie, dans cette capacité intellectuelle, va s'étayer après ce plaisir qui est d'une pulsion partielle, anale, mais là, il y aura une transformation grâce à ce procédé de désexualisation, car cette énergie, cette libido, aura un but complètement différent, et l'objet sera aussi très éloigné. Bien qu'il peut avoir quelques petites connexions, il sera éloigné parce que ce ne sera plus question seulement d'étudier l'argent, mais de l'économie dans son entièreté. Voilà pour donner quelques exemples, un exemple plus concret où on voit les différences entre ce qui est un comportement névrotique et ce qui est par contre la sublimation. De toute évidence, dans un registre artistique, c'est tout à fait évident. Cela ne demande pas beaucoup d'explications. Eh bien voilà, à la prochaine vidéo, au revoir.